Euh, donc on va débuter rapidement. Pour rappel, le contexte, courant 2020, l'aéronautique a été fortement touchée par la crise Covid. Les services des RH ont été fortement sollicités, avec notamment la nécessité d'ajuster les ressources humaines. Il y a eu des choix à faire entre viabilité économique et maintien des compétences clés. On a eu la chance que l'État, la région mettent en place un ensemble de dispositifs qui ont permis de soutenir la filière. On pense notamment à l'activité partielle longue durée, qui a vraiment permis de soutenir efficacement le maintien des compétences en poste. En région, on a eu assez peu de plans de restructuration. Euh, Moi qui ai fait pas mal de visites d'entreprise depuis quelques semaines, euh, on se rend compte qu'en fait, il y a eu des pertes de compétences. C'était principalement des départs, des non-remplacements, que ce soit des ruptures conventionnelles, des départs en retraite anticipée. Et on a eu un impact qui était vraiment imprévu, c'est le départ de salariés qui sont allés vers des nouvelles aspirations, changé totalement de vie, de métier. Ça a touché tous les types de salariés, qu'ils soient cadres, ingénieurs, opérateurs, euh, chaudronnier aéronautique qui a fait ça pendant 20 ans, qui est parti faire paysagiste. Voilà, c'est des choses qui sont assez classiques, qu'on n'avait pas forcément identifiées, prévues, et qui ont quand même un impact significatif puisque dans certaines entités, ça représente plusieurs dizaines de collaborateurs. Euh, du coup, c'est vraiment un élément qui est important de prendre en considération. Sur les perspectives 2022, l'activité aéronautique reprend des couleurs. Les annonces faites notamment par Airbus sont assez positives. Mais on se retrouve en fait face à un risque client, notamment sur le manque de ressources pour répondre aux attentes et au volume. Il est attendu que d'ici fin 2023, on soit revenu sur des niveaux d'activité équivalents à ceux d'avant-crise. La difficulté, c'est que on a à peu près 20% des effectifs qui ont disparu, de fortes difficultés de recrutement qui se sont renforcées notamment avec la crise et on va dire le bashing qui a pu être fait sur la filière aéronautique. Et donc du coup, il y a un important besoin de formation des collaborateurs, que ce soit pour améliorer leur polyvalence, pour rendre productifs rapidement les nouveaux recrutements et pour accompagner les mutations, notamment au niveau des nouvelles technologies. C'est un besoin qui a été anticipé, ce besoin de formation, avec la création de ce dispositif, financer un plan de formation pour les salariés de l'aéronautique, qui a été créé et déployé dès janvier 2021 avec le soutien de la région. C'est vraiment une réponse qui part d'une demande et des besoins des industriels de la filière régionale. Et c'est une spécificité vraiment régionale. On ne retrouve pas ce type de dispositif ailleurs en France. Pour vous faire un retour rapide sur les vagues précédentes, il y a eu deux vagues. Une, on va dire en février, c'était la date de réponse, et une qui se clôturait fin août. On a eu 40 entreprises qui ont répondu. On va retrouver des entités, des grands groupes type Frégate, Constellium, etc., mais également un ensemble de TPE, PME. On a eu à peu près 2 millions d'aides qui devraient être versées à ces entreprises bénéficiaires. Alors, le montant par entreprise est très variable, notamment en fonction de la taille et de l'activité des entreprises. Aujourd'hui, on n'a pas une vision définitive puisque les périodes d'éligibilité de ces premières vagues couraient jusqu'au 31 décembre 2021. Les chiffres sont assez significatifs puisqu'on voit qu'on a plus de 1200 salariés qui ont été formés avec 406 formateurs en région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui montre l'impact vraiment important pour les entreprises de la filière régionale. Donc,
L'idée de ce stage, c'était de vous montrer quelques éléments déclencheurs de formation interne. C'est des éléments qui ont été recueillis auprès de nos adhérents sur les vagues précédentes. Le premier, qui me semble le plus significatif, c'est le recrutement d'un nouveau salarié en CDI. On a des cas très variables, mais aujourd'hui où on a des difficultés à retrouver, à recruter des gens avec des niveaux de compétences souhaités, le dispositif est vraiment un outil pour recruter quelqu'un et l'aider, l'accompagner sur cette montée en compétences sans que c'est un coût significatif pour l'entreprise. Et ça, c'est vraiment dans cette période où on a de nombreux métiers sous tension, c'est vraiment un outil qui est relativement intéressant. Beaucoup d'entre vous ont candidaté, postulé à différents dispositifs du plan de relance qui permettaient notamment d'acquérir des moyens de production, que ce soit des nouvelles machines, des nouveaux équipements de production. Derrière, il y a besoin de former les collaborateurs à l'utilisation de ces machines. On a le déploiement de solutions numériques. Certains sont dans des programmes type Industrie du futur menés par Space. C'est pareil, c'est des outils qui nécessitent d'avoir des collaborateurs formés et donc du coup le dispositif rentre vraiment dans ce cadre-là. Et puis ensuite, on va voir toutes les problématiques récurrentes qu'on peut retrouver au sein de la filière, notamment la Oui, sensibilisation à la qualité, l'amélioration je vais s'occuper. continue ou les problématiques liées à la cybersécurité. Et derrière, l'identification de risques critiques de perte de compétences, avec notamment les nombreux départs, notamment ceux qui n'étaient pas prévus. Derrière, on se retrouve avec un nombre de collaborateurs qui peuvent utiliser X ou Y machines en nombre limité. Et donc, du coup, on a nécessité d'améliorer la polyvalence d'autres collaborateurs à l'utilisation ces outils, de ces machines, pour éviter ces risques critiques. Donc pour entrer dans le vif du sujet, l'objectif c'est vraiment d'accompagner les entreprises durant cette période de sortie de crise et d'encourager les recrutements. Euh, Aujourd'hui, c'est les entreprises qui souhaitent développer les compétences et la polyvalence de leurs salariés. Toutes les entreprises qui participent au webinaire sont là pour ça. Ce qui est intéressant, c'est que le projet soutient une large palette d'actions de formation. Donc toutes les actions de formation réalisées en interne de l'entreprise. Alors le terme en interne mérite d'être détaillé. Par en interne, on va entendre les formations qui vont être réalisées dans les locaux de l'entreprise par un salarié formateur ou un prestataire auprès de salariés formés. Mais également, les formations qui pourraient être réalisées à distance, en visio, sont également éligibles. Vont être exclues en revanche, par exemple, les formations réalisées dans les locaux d'un prestataire, donc hors locaux de l'entreprise, et les formations réalisées dans les locaux de l'entreprise, mais qui pourraient être situées hors région. On a le cas, notamment de groupes, où si vous voulez emmener des salariés faire une formation, je dis une bêtise, à Nantes, du coup, même si c'est des salariés qui sont implantés en région Auvergne-Rhône-Alpes, à la base, c'est des formations qui vont être exclues. Tout type de formations sont éligibles au dispositif lorsqu'elles permettent d'améliorer les compétences et la polyvalence des salariés. Et à ce niveau-là, en fait, c'est très très large. On va voir par exemple les formations Excel, ERP, tout ce qui va être lié à l'informatique, mais j'ai eu le cas notamment dans le cadre d'un nouveau recrutement, un jeune commercial qui a accompagné un commercial expérimenté pendant plusieurs semaines pour apprendre et connaissance des produits de l'entreprise. Euh, un adhérent qui a acquis une nouvelle machine, un tour vertical, et qui a besoin de former des collaborateurs à l'utilisation de ces machines. Donc, toutes ces formations-là sont éligibles dans le cadre du dispositif. Les seules formations qui sont exclues sont les formations obligatoires, par exemple les formations incendie. Et donc, quand on réfléchit de façon approfondie, en fait, on va se retrouver avec des formations qui, effectivement, peuvent être financées par du FNE, par votre OPCO, mais également
un grand nombre de formations qui sont habituellement en fait financées sur les fonds propres de l'entreprise, et c'est ça qui est vraiment intéressant dans le cadre de ce dispositif. Donc les publics éligibles, ça va être uniquement les salariés en CDI, tout ce qui est salariés en CDD, intérim, alternance ou stage sont exclus du dispositif. Les dépenses éligibles, c'est les salaires chargés des formateurs salariés, mais également des stagiaires salariés, et les coûts d'intervention d'un prestataire extérieur. Donc c'est au cas par cas. Si la prestation est justifiée, on n'a aucun souci pour faire financer l'intervention d'un prestataire extérieur. Les prestataires extérieurs n'ont pas forcément besoin d'être datadockés, ils ont besoin d'être déclarés, notamment enregistrés auprès de la préfecture, pour être précis. Le taux d'aide est significatif, il est de 50% des dépenses éligibles. Pour rappel, c'est une subvention qui est non soumise au minimi, point important. On a beaucoup d'adhérents qui, ayant répondu au plan de relance et ayant eu des aides significatives d'investissement productif, n'ont pas répondu lors des premières vagues, pensant qu'ils ne pouvaient pas répondre, dépassant les minimi. Ça ne pose aucun souci dans le cadre de ce dispositif, puisque c'est un dispositif lié purement à la formation et donc qui n'est pas soumis au minimi. Le plafond d'aide est relativement important puisqu'on est sur 48 jours sur période de 6 mois par salarié, ce qui représente quasiment 100 jours sur une année effective. Le nombre de salariés pris en charge est proportionnel au chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise dans la filière aéronautique. Exemple, vous réalisez 100 de chiffre d'affaires, vous avez 30% de ce chiffre d'affaires qui est réalisé au sein de la filière aéronautique, spatiale et défense. Vous pouvez former, intégrer 30 de vos collaborateurs dans le dispositif. La période d'éligibilité pour cette nouvelle vague, ça prendra en compte les formations réalisées entre le 1er septembre 2021 et le 1er septembre 2022. Donc on a une partie du plan de formation en fait qui peut être déjà réalisée et une partie de prévisionnelle. Certaines entreprises ont pu déjà déposer un plan de formation qui court jusqu'à la fin de 2021. Voilà, si elles ont des formations complémentaires, elles pourront l'inscrire dans cette nouvelle vague éventuellement, ou sinon débuter leur nouveau plan de formation à partir du 1er janvier 2022. Les critères d'éligibilité. Alors, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, peuvent répondre. Le point important, c'est d'être situé en Auvergne-Rhône-Alpes et de réaliser au moins 30% de son chiffre d'affaires au sein de la filière aéronautique, spatiale et défense. C'est le bilan 2019, en fait le bilan qui est avant crise, qui fait référence. L'idée étant de ne pas vous pénaliser, notamment sur les baisses d'activité qu'on a eues en lien avec la crise Covid. Les entreprises en difficulté avant le 31 décembre 2019 sont malheureusement exclues du dispositif. Une seule demande est autorisée par établissement sur cette vague. Si vous avez déjà répondu aux vagues précédentes, vous pouvez également répondre à cette vague-là, ça ne pose pas de souci. Par contre, c'est vraiment une seule demande sur la période. Donc vous avez jusqu'au 1er juin 2022 pour faire votre demande. Si vous déposez une demande, je dis une bêtise, fin décembre, vous ne pourrez pas faire de seconde demande d'ici le 1er juin. Donc il sera nécessaire de construire votre plan de formation de façon complète avant de faire votre demande. Le versement de la subvention, comme pour les vagues précédentes, se fait en une seule fois, après la réalisation des formations et la mise à disposition des éléments justificatifs. Vous aurez accès avec les liens, le lien ci-dessous euh, au site de référence Ambition Eco, où vous avez retrouvé une présentation complète du dispositif et un ensemble de documents qui vont vous permettre à la fois de faire préparer votre demande, mais également préparer les éléments justificatifs de réponse.
Et pour pouvoir contacter Madame Spano et Madame Toussaint pour tout type de questions, vous pouvez les contacter directement avec le mail ci-dessous. Elles reprendront éventuellement contact avec vous. Alors, je tiens à souligner la rapidité des réponses. Souvent, sur d'autres dispositifs que je peux accompagner, on a des délais de réponse qui sont relativement longs. Clairement, là, dans la semaine, on est recontacté, on a sa réponse, ce qui est relativement agréable pour pouvoir avancer sur la construction, notamment des plans de formation. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, en gros, vous avez deux grandes périodes. La première, c'est le dépôt de la demande de subvention. Donc, administrativement, ça reste relativement simple. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de documents administratifs habituels, les statuts, le CABIS, le RIB. Voilà, c'est des choses que vous avez l'habitude. Un petit point particulier, c'est de demander l'attestation à votre expert comptable qui va justifier de votre chiffre d'affaires et notamment de la part aéronautique, spatiale et défense de votre chiffre d'affaires, ce qui est lié au pourcentage de salariés que vous pourrez intégrer dans le dispositif. Certains experts comptables font payer ce justificatif. On va être clair, c'est honteux. Euh, Au cas par cas, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on puisse éventuellement identifier une solution. Parce que le but du financement et de l'aide, c'est pas de rémunérer un expert comptable pour un courrier, mais bien de vous aider à former vos collaborateurs. Donc, vous allez retrouver différents documents fournis, notamment le courrier de demande et l'attestation sur l'honneur, qui sont nécessaires pour faire votre demande. Et le point principal sur lequel on va rentrer, c'est le plan de formation détaillé, action de formation par salarié. Euh, du coup, c'est vraiment l'élément crucial et ce qui va prendre le plus de temps, en tout cas sur votre demande de dépôt. Euh, Comme on l'a dit, sur ce plan de formation, vous allez avoir une partie de réel et une partie de prévisionnel. À titre informatif, il y a toujours la possibilité d'ajuster à la baisse au moment de la demande de paiement, mais il n'y a pas d'ajustement à la hausse. C'est pour ça que c'est important de bien le construire, de bien le réfléchir dès le départ. L'instruction des demandes se fait au cours de l'eau. Elles sont validées en commission permanente au niveau de la région. Donc les commissions permanentes en fonction des périodes se tiennent à peu près tous les 2 mois. Donc il peut y avoir un délai de validation officiel. Mais une fois que le dossier a été suivi, instruit par les services instructeurs du dispositif, généralement vous savez à quoi vous en tenir. Euh, et du coup, vous pouvez avancer sereinement. On va dire que la commission permanente, c'est un courrier officiel, mais c'est pas ça qui doit être bloquant dans la réalisation de vos formations. Au moment de la demande de paiement, on va avoir deux grandes catégories. Les pièces générales, où là, en fait, c'est les éléments, on va dire, justificatifs. Donc, le plan de formation réalisé en comparaison de celui que vous avez soumis au cours de votre demande. Un état récapitulatif des dépenses payées. Pareil, le modèle est fourni. Les factures des prestataires extérieurs, si vous avez fait appel à eux, la convention signée si c'est un montant de subvention supérieur à 23 000 euros et un ensemble de justificatifs de communication qui sont assez habituels. Beaucoup d'entre vous ont déjà les logos de l'Union européenne ou de la région, euh, soit dans leur hall, soit dans leur porte d'entrée. Voilà. Donc ça, c'est des éléments à prendre en considération, mais qui sont assez classiques. Et ensuite, on a les pièces à fournir pour la demande de paiement. À ce niveau-là, on va voir les attestations d'emploi, chaque salarié formé. C'est l'élément justificatif du salaire de vos collaborateurs. Et deux pièces qui est important de prendre en compte, c'est les feuilles d'émergement
et les questionnaires individuels d'entrée et de sortie qui sont des documents fournis à faire, on va dire, remplir au cours de l'eau. Le questionnaire individuel d'entrée et de sortie, c'est un questionnaire d'entrée et un questionnaire de sortie par salarié formé. Si votre salarié fait 5 formations, il remplit tout de même un seul questionnaire d'entrée et de sortie. Vous n'êtes pas obligé de lui faire remplir 5 fois les documents. Donc en termes de stratégie de mise en œuvre, pour ceux qui n'auraient jamais répondu à ce dispositif, le premier point, ça va être de recenser les formations éligibles, donc déjà celles qui ont déjà été réalisées, puisque je vous rappelle qu'on a une rétroactivité. Les formations éligibles commencent à partir du 1er septembre 2021. Les formations ensuite que vous avez déjà prévues ou planifiées et qui seraient réalisables avant le 1er septembre 2022 et éventuellement réfléchir dans la mesure du possible aux formations que vous pourriez anticiper pour pouvoir bénéficier de ce dispositif. Le point important, c'est de compléter au fur et à mesure le plan de formation sur le modèle fourni, notamment pour éviter les oublis. Il y a un ensemble de formations qu'on n'est pas habitué à inclure dans ces plans de formation. Comme je vous disais, ces formations qu'on prend généralement sur fonds propres et qui vont être faits entre collègues, entre guillemets. Pensez à utiliser les feuilles d'émargement et compléter les questionnaires dès qu'on fait une formation. Ça évite en fait de courir auprès de collaborateurs pour éventuellement leur faire signer des feuilles d'émargement. Il faut bien utiliser les modèles qui sont fournis. Si vous utilisez dans le cadre de formation vos propres feuilles d'émargement, il faut soit les dupliquer, soit utiliser uniquement celui-là qui est en lien avec le dispositif, puisque c'est ce modèle-là qui vous sera demandé et déposer votre demande dès que votre plan de formation prévisionnel est jugé complet. On a différents cas en termes de stratégie. J'ai une entreprise qui va faire une demande très rapidement puisqu'elle a un gros volume, on va dire, de formation liée à un projet important, industrie du futur, et qui est d'accord du coup pour s'asseoir sur les aides potentielles qu'elle pourrait avoir euh, en déposant un plan de formation complet, son objectif étant de pouvoir bénéficier du montant de l'aide rapidement. Donc là, c'est vraiment une stratégie interne, c'est à vous de décider sur les éléments qui vont vous paraître le plus pertinent. Donc les points à prendre en considération par rapport aux vagues précédentes, c'est notamment la période qui a changé. Précédemment, ça courait jusqu'au 31 décembre. Là, ça s'arrête au 1er septembre 2022. Donc ça, c'est le premier point à prendre en considération. Et le deuxième point, c'est la date de dépôt. Où, sur la période précédente, c'était le 31 août. Et là, c'est le 1er juin. Donc voilà, c'est les deux éléments majeurs qui ont changé pour ceux qui n'auraient pas réalisé qui auraient déjà réalisé une formation, un dépôt lors des précédentes vagues. Voilà, ça c'est, je vous laisserai lire ça tranquillement. Je crois que Jocelyn m'a envoyé un SMS pour me dire qu'il était connecté par téléphone. Oui, Jocelyn, effectivement. ce que Bonjour. je te propose peut-être de nous faire un retour sur comment toi tu as pu construire ton plan de formation et également ton retour peut-être sur le dispositif. Très bien. Merci, Nicolas. Je pense que tu as apporté quasiment toutes les informations. Moi, je vais juste te donner mon retour d'expérience sur le dispositif. Bonjour à tous. Déjà, pour commencer, Jet4, nous, on est une entreprise, une petite PME d'une cinquantaine de personnes qui n'a pas de personnes en charge des RH. Donc, typiquement, ce genre de dispositif, j'ai envie de dire que à première vue, j'aurais tendance à considérer que c'est pas pour nous parce que je voyais derrière une certaine charge administrative pour pouvoir un, le construire et puis deux, le suivre pour pouvoir prétendre aux aides.
En réalité, étant donné que c'est un dispositif, j'ai envie de dire régional, qui a été fait sur mesure pour nous qui sommes très impactés par l'aéronautique, en fait, il en est tout autre. Nous, on a pu construire notre plan de formation de manière assez simple, hein, puisque à partir du moment où on définit des sujets, les personnes formateurs, les personnes formées, un descriptif de la formation et une période, j'ai envie de dire que c'est ce qu'il vous faut pour construire le plan de formation. Le critère que personnellement, moi j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est que ça concerne aussi bien des formations délivrées par des organismes externes que par de l'interne. Et ça, à ma connaissance, c'est assez rare que ce soit le cas. Et en réalité, en faisant le tour des différents services de notre organisation, on se rend compte qu'en fait, des formations internes, il y en a beaucoup. Et il y en a encore plus dans cette période où nous, on constate une sous-charge quand même assez chronique sur le secteur aéro, où on est assez exposé. Donc, quelque part, ça nous permet de former nos collaborateurs avec des retours au niveau des collaborateurs qui sont intéressants, parce que clairement, je pense que ça permet d'avoir une certaine rétention dans cette période où le recrutement est assez compliqué. Donc ça a cette vertu-là. Moi, j'ai une réelle satisfaction de mes collaborateurs à voir que on a construit un plan de formation alors que habituellement, il n'était pas aussi formalisé qu'il l'est aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Une fois qu'on a construit notre plan de formation, ce que Nicolas disait, c'est que aussi nous, ce qu'on a constaté, c'est que c'est très fluide pour obtenir une réponse. On met pas un mois ou deux pour avoir une réponse, et ça permet de maintenir un certain rythme en fait par rapport au sujet, puisque moi je l'ai fait construire par mes différents responsables de service, et je crois que moins de 10 jours après, on avait la réponse et on pouvait commencer. Donc ça aussi, je trouve que c'est important dans la dynamique de formation. Encore une fois, pour une petite structure qui n'a pas l'habitude d'en faire, comme nous. Un autre retour sur, alors là, plus l'exécution du plan de formation, et c'est ce que tu disais, Nicolas, je recommande vivement à tout le monde de mettre en place les feuilles d'émargement en live lorsqu'on a les formations avec les questionnaires, pour pas courir après des feuilles qui n'auraient pas été complétées par certains, parce que sinon ça devient vite un casse-tête. Après, si on le fait au fil de l'eau, franchement, c'est pas vraiment douloureux comme document, puisqu'en plus il y a même un formulaire qui est tout fait, donc je trouve ça assez pratique. Voilà. Après, plus d'une manière, pour conclure, comme je le disais tout à l'heure, je pense que dans la période actuelle où on sent qu'il y a une tension sur le marché, je pense que c'est important de garder nos équipes mobilisées, même si certains d'entre vous, comme nous, subissent une baisse de charge. Et je trouve que c'est un super outil pour ça. Nous, on l'a fait sur la première vague et on va le renouveler sur la deuxième vague. Ça donne une réelle satisfaction au niveau des collaborateurs. Et accessoirement, l'aide adjugée sur le plan de formation est extrêmement intéressante, puisque c'est 50% des coûts, et pour les salariés internes, ça inclut les charges. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant de bénéficier. Et je crois qu'en plus, il reste encore du budget, si je ne me trompe pas, Nicolas. Donc c'est quand même Oui, bien de pouvoir. on a à peu près le même budget que l'année dernière qui a été reconduit grâce au soutien des services de la région. Voilà, sur la mobilisation qu'on a eue, on a réussi grâce à leur effort, à reconduire le même dispositif sur cette année-là.
Ouais, donc je pense que c'est quand même super de pouvoir en bénéficier pour ceux qui veulent faire l'effort, parce que je pense que c'est tout bénéf pour tout le monde. Et accessoirement aussi, c'était une démarche qui a été pas mal poussée au niveau du cluster et dans différentes instances pour récupérer les budgets. Et c'est aussi intéressant de montrer que le dispositif qui a été identifié, il a permis d'aider les entreprises régionales. Voilà, excusez-moi, j'ai un petit peu de bruit parce que je suis dans une gare. Mais Non, mais merci Jocelyn. je crois que j'ai terminé. À moins qu'il y ait des questions parmi les participants. Non, moi j'avais listé quelques conseils pratiques qu'on avait vus ensemble sur le plan de formation. Donc, enfin, les éléments explicatifs qui sont mis à disposition dans le plan de formation fourni par les services de la région sont assez clairs. Mais quelques peut-être points de rappel. Le premier, c'est de débuter le plan de formation par les formations de plus de 2 jours. Les formations où l'aide est prise sur la journée. Les formations à l'heure ou à la demi-journée sont pas prises en compte. Donc il y a vu qu'on a 50% d'aide, donc il faut des formations d'au moins 2 jours. Donc commencer par ces formations, on va dire longues, et ensuite évaluer l'intérêt d'associer peut-être différentes formations plus courtes pour avoir des formations qui atteignent 2 jours. Donc ça peut être sous un intitulé logique, une formation ERP, Excel, réseaux sociaux, peut être une formation informatique. Ça permet de les intégrer dans le cadre du dispositif. Autre point, lorsque vous avez un doute sur le salarié qui peut être formé, entre deux salariés, notifiez le salarié avec le plus gros salaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut avoir une révision à la baisse, mais pas de révision à la hausse. Et donc du coup, ça vous évitera d'avoir éventuellement une mauvaise surprise. Et point important, c'est, bon, on l'a déjà dit plusieurs fois au cours de la réunion, et les services de la région, les services instructeurs, même moi, voilà, on peut vous accompagner, répondre à vos questions en cas de doute. Donc, il faut surtout pas hésiter à nous solliciter. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas si on passe à la phase de questions-réponses. Alors moi, N'hésitez pas à prendre juste, la parole. Monsieur Libro, j'avais juste Je vous en 2 prie. petits points, à Oui. rajouter, sur la prise en charge des formations établies à l'extérieur de la région. Ça peut être possible si ça rentre dans le programme opérationnel et si ça bénéficie au territoire. Maintenant, ça voudra dire qu'il faudra regarder avec la société pour voir si ça rentre dans les critères. OK? Et puis deuxième point, il faudrait que je sois plus précise là-dessus, mais il me semble bien que le prestataire qui puisse remplir les dossiers pour l'aéronautique peut être déduit justement dans le plan de formation, de financement, donc pris en charge par les fonds européens. Et ça, c'est un point sur lequel il faut que je vérifie. Voilà, Oui, bah, quand vous l'aurez vérifié, on pourra transmettre l'information aux adhérents avec plaisir. voilà exactement. Et juste si je peux intervenir pour vous rappeler un peu peut-être l'historique de ce dispositif et vous rappeler que c'était un souhait de notre exécutif de pouvoir proposer un soutien à la formation pour les entreprises de l'aéronautique. Alors initialement dans la période de crise sanitaire et puis un souhait de pouvoir le poursuivre là dans cette période de relance, que l'ingénierie du coup de ce dispositif a été construite par les services de la région en lien avec le cluster aérospace pour pouvoir vous offrir une solution de financement qui soit adaptée à vos besoins et surtout rappeler qu'on a un financement des fonds européens sur ce dispositif.
Voilà, donc c'est important de le garder en tête, et ça aussi vous expliquera pourquoi on est assez tatillon sur l'ensemble des pièces administratives, et parfois sur des choses qui peuvent vous paraître des points de détail, mais qui sont essentielles par rapport aux justificatifs qu'on fournit au FSE. Alors, pour Moi, j'avais une répondre, question. oui, je vous en prie. Donc, en fait, nous, on a déjà bénéficié au mois de juin, on a déjà fait une demande. Est-ce qu'on peut refaire une nouvelle demande d'aide, en fait, pour la formation? Oui, ce que j'ai expliqué, on a eu 3 vagues, là on est sur la dernière vague, la 3e, et en fait vous pouvez faire une demande par vague, donc par période, et donc vous pouvez effectivement faire une demande, tout le monde peut faire une demande sur cette dernière période. Vous avez jusqu'au 1er juin 2022 pardon, pour faire un dépôt. D'accord. Et donc, c'est pour les formations qui débuteraient le 1er septembre. Et même si on n'a pas finalisé, en fait, le soutien à la formation qu'on a déjà perçu sur la première période, on peut faire une demande sur une nouvelle période, en fait. Oui, tout à fait. Ça pose pas de soucis particuliers. Après, généralement, c'est que enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous risquez d'avoir fait une demande qui court sur des formations qui vont jusqu'à la fin de l'année 2021. Oui. Et donc, du coup, si vous faites un dépôt très rapide, voilà, ça risque de se chevaucher. Vous pouvez pas demander pour 2 fois la même formation, comme vous en Bien sûr. doutez, mais sinon, il y a aucun souci. Oui. D'accord. Oui, bonjour, Nathalie Brunet. J'avais une question également sur le dépôt de la vague 2. J'ai 3 salariés qui n'ont pas effectué leur formation pour des problèmes d'organisation dans l'entreprise. Donc, j'aurai 0 heure de formation alors que c'était prévu. Est-ce que je peux du coup les mettre sur la vague 3? Oui, ça pose aucun souci. D'accord. Parfait. Ben, je vous remercie. Oui, je me permets, sachant que justement, vous avez ce qui ne sera pas pris en compte dans le plan de formation, donc dans votre dossier là, parce que le plan de formation peut être accepté à la baisse, mais jamais à la hausse. Donc les formations que vous n'aurez pas effectuées, qui ne sont donc pas prises en charge, pourront être refaites pour le troisième, enfin votre deuxième ou troisième dossier. Vous êtes deuxième dossier, je crois, lors de la troisième vague. Voilà. Beaucoup de questions. Alors, question de Pierre-Yves. Est-ce qu'un fabricant de machines peut être formateur? Oui, ça pose pas de soucis particuliers. Souvent, les seuls formateurs qu'on va trouver sur certaines machines sont les fabricants. Donc, c'est quelque chose de classique, d'habituel, et la formation se fait dans les locaux de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui rentre dans le cadre du dispositif. Petite Euh, question. oui, Merci, c'est Pierre-Yves d'ailleurs. Merci pour intervenir sur ma question. Par rapport aussi à cette machine, mon problème, c'est que l'investissement va peut-être intervenir, enfin la livraison de la machine plus exactement, va intervenir dans l'année 2022, mais à ce stade, nous n'avons pas de délai compte tenu des manques de composants. Si j'inscris ça et que la formation se fait, imaginons, sur fin 2022, est-ce que c'est quand même bon ou pas? alors, enfin, je vais laisser valider Madame Toussaint, mais j'aurais tendance à dire non, puisque la deadline des formations, c'est le 1er septembre 2022. Moi, ce Oui. que je conseille, c'est de l'inscrire et d'essayer de faire, voilà, de croiser les doigts pour pouvoir réaliser les formations avant cette date-là. Tu auras toujours la possibilité de revoir ton plan de formation à la baisse en disant ben voilà, j'ai pas pu réaliser cette formation puisque j'avais pas les machines. Mais malheureusement, la deadline, ça reste
le septembre 2022. D'accord, ok. On peut pas mettre sur une clause date de livraison machine. Non, c'est pas possible. Non, Non, parce parce que qu'en là, fait, voilà, dans le cadre des financements FSE, on a des contraintes par rapport à des dates. Voilà. Donc, vraiment, l'éligibilité des dépenses, elle se terminera au 1er septembre 2022. Ok, d'accord. Eh ben, on va dire aux fabricants de se précipiter alors, hein. Voilà. Merci, merci. autre question, possible de cumuler FNE et FSE. Alors généralement, on n'a pas de cumul de ce dispositif avec le FNE. C'est plutôt des dispositifs complémentaires, puisqu'ils ne s'adressent pas forcément au même type de collaborateurs et qu'ils ont des montants de prise en charge qui ont rien à voir. Le FNE étant de 1250 € par salarié. Donc, on a des montages de certains adhérents où ils ont fait financer, par exemple, le, enfin, le temps salarié par du FNE, puisqu'on était sur des petites périodes, et intégrer le temps du formateur dans le cadre du dispositif régional. Voilà, c'est des montages qui se font si besoin. Et j'ai apporté une réponse écrite dans le chat. Du coup, le FNE se fait sur les périodes d'activité de chômage partiel. Voilà. Nous, on intervient uniquement pour des salariés qui sont en activité au moment où ils sont Sur en le temps de travail. formation, hein. Voilà. L'idée, c'est qu'effectivement, on ne peut pas avoir un double financement FSE, Tout FNE à et fait. sur notre dispositif. Voilà. Donc, c'est le périmètre. Quand on a construit en fait ce dispositif, donc je le rappelle, c'était au début de l'année 2021, ça avait aussi vocation à compléter en fait l'APLD, qui avait un taux qui était relativement bas de prise en charge, et artificiellement, en bénéficiant en plus de cette formation d'amélioration des compétences de la polyvalence des salariés, ça permettait d'augmenter entre guillemets ce taux et de pouvoir faciliter le maintien des compétences. Donc c'est pour ça aussi que c'est sur le temps de travail des collaborateurs. Moi, j'ai encore une question. Est-ce que les formateurs doivent être qualifiés à la nouvelle qualification Calliope ou pas? Non, Non, pas forcément. non. Calliope est une certification, c'est pas une demande, c'est une certification qualité du suivi des formateurs. Aujourd'hui, la plupart des organismes qui dispensent des formations vont rentrer Calliope petit à petit, si ce n'est pas déjà fait. Mais forcément, on va se rendre au cas par cas dans la filière. On a des formations qui peuvent être assez spécifiques et qui ne vont pas être faites forcément par un organisme propre ou spécifique de formation. Alors, je vous donne un exemple. On a un adhérent qui avait besoin de faire des formations en pyrotechnie. euh, et il n'y a pas d'organisme de formation en pyrotechnie. C'est un prestataire qui est spécialisé là-dedans, qui est venu faire les formations. Il n'est pas, il est identifié auprès de la préfecture et répond aux attentes du dispositif, mais il n'est pas datadocké et il ne serait pas Calliope. D'accord, parce que nous aussi, on a une nouvelle machine, en fait, et le formateur, qui est une entreprise européenne, mais qui n'est pas une entreprise française, n'est pas Calliope. Et est-ce qu'elle serait prise en charge, puisqu'elle viendrait bien sûr sur site, mais en fait, c'est pas une société qui est française, en fait, Sur le principe. hollandaise. Donc, est-ce que ça pourrait rentrer dans le cadre de cette troisième vague, en fait? Oui, oui, Enfin, je oui. crois qu'on a déjà eu le cas, Céline, d'un organisme Oui, à l'étranger, tout hein. à fait. Oui, exactement. Ouais, une formation qui s'est passée à l'étranger pour une société française et basée en Auvergne, en Alpes. Et effectivement, on a pris en compte et en charge cette formation. Mais parce qu'elle bénéficiait au territoire, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'accord. Alors, n'hésitez pas à nous consulter au cas par cas, hein, quand vous avez un doute, ou alors avant de monter votre plan de formation, si vous envisagez de solliciter un prestataire et que vous vous interrogez sur l'éligibilité, vous nous envoyez un petit mail et on vous répondra au cas par cas, hein.
faut-il indiquer les dates précises de la formation dans la demande? Il faut indiquer, vous verrez dans le plan de formation, il y a bien des dates à indiquer, mais c'est à titre indicatif. Bien évidemment, en fonction de l'activité de l'entreprise, ces dates peuvent bouger. La seule obligation, c'est qu'elle reste dans la période d'éligibilité du 1er septembre 2021 au 1er septembre 2022. Madame Spano répond plus vite que moi. J'avais Madame Lebras, moi, en fait, qui était mon interlocutrice, en fait, pour la première vague. Elle reste toujours compétente pour les autres vagues, puisque du coup, elle connaîtra un peu notre dossier. Est-ce que c'est toujours elle elle est toujours dans la troisième vague ou chaque personne a un peu une vague définie? J'avais Madame Lebras, Patricia. Ah, alors, non, cette personne est à l'ADF et elle est sur d'autres missions. On a des personnes qui ont remplacé cette Madame Lebras, donc, mais il y a des gens qui sont D'accord, donc ça sera quelqu'un d'autre. sur le dispositif. Oui, 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 c'est Madame d'ailleurs Dessouza, pour être plus D'accord. précise. Donc, mais n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou me téléphoner si vous voulez. Je vous expliquerai ça, aucun D'accord. souci. Bonjour, j'avais une petite question. Sarah Comte chez Safran Landing System. Au moment du dépôt du dossier avant le 1er juin, doit-on avoir un programme extrêmement précis des formations ou pas dans un premier temps et ça se fait dans un deuxième temps? Ou dès le dépôt, il faut savoir parfaitement, avoir parfaitement le contenu de nos formations, qu'elles soient internes ou intra, avec un organisme extérieur? Non, le détail précis n'est pas demandé. Alors c'est bien forcément en interne de l'avoir. C'est que des choses qui pourront éventuellement vous être demandées par la suite, même si on va être clair, il y a peu de chances. L'idée, c'était de ne pas augmenter la charge administrative, notamment pour les plus petites structures qui n'ont pas de service RH. Donc le niveau de formalisation demandé est à ce niveau-là relativement léger. On a besoin de connaître en quoi va consister la formation dans les grandes lignes et ce que ça peut apporter aux collaborateurs, mais on n'attend pas de vous que vous nous fournissiez un plan de formation, enfin un détail du programme de formation pour chaque formation. D'accord, merci bien. Mais ce qui est important, c'est d'avoir la formation, on va dire l'entrée et la sortie, c'est-à-dire les dates prévisionnelles de la formation, le nombre de jours et les salariés qui vont avec. Sachant que je rappelle que les salariés éligibles seront inclus donc dans le plan de formation, ni plus ni moins, mais pas plus. Donc vous avez vraiment aussi cette contrainte-là, c'est pas plus de salariés éligibles, sachant que les salariés éligibles sont pris sur, le ratio est pris sur la part du chiffre d'affaires que vous faites. D'accord? On a eu déjà quelques petits cas, et donc je préfère préciser ce point non négligeable.